Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo que j'aime faire en fin d'année sur mes meilleures lectures de l'année. Donc là, eh bien, nous sommes déjà fin décembre et je viens vous faire donc mon top de mes meilleures lectures de l'année 2025. Donc vous verrez, ce ne sera pas un top 10 puisque je n'ai pas réussi à trouver 10 lectures, mais il y en a 9, voilà. Et donc j'ai fait le compte de tout ce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette année. Donc j'ai eu deux, trois petits coups de cœur, mais j'ai pas eu, on va dire, cette année de lecture hyper marquante ou hyper passionnante qui m'aurait complètement retournée. J'ai eu des très très bonnes lectures et des petits coups de cœur, mais voilà, aucune lecture hyper marquante. Mais malgré tout, voilà, je vais partager ces très bonnes lectures avec vous. Donc comme d'habitude, je me base sur mon compte Livre Addict. C'est là-bas que je donne des notes aux livres avec des petits commentaires. Et donc, c'est grâce à Livre Addict que j'ai vu aussi le nombre de livres que j'ai lus. Donc, en 2025, j'ai lu 31 livres, donc BD et romans confondus. Donc, en termes de romans, ça fait un petit peu moins de 31. Mais voilà, j'ai eu des périodes où j'ai quasiment pas lu. Et par contre, cet été, j'ai quand même pas mal lu grâce à mes vacances. Donc, ce qui fait que ça a un petit peu rattrapé. Mais en général, c'est un petit peu ma moyenne, hein. J'ai pas forcément le temps de lire comme j'aimerais. Voilà, entre mon travail et mes autres occupations du week-end. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de me replonger dans mes très bonnes lectures avec vous dans cette vidéo. Et donc, je vais commencer par les lectures. Enfin, je vais terminer avec mes meilleures lectures par la fin. Voilà, pour la fin. Donc c'est parti. Les trois premières lectures dont je vais vous parler, ce sont des bandes dessinées, puisque c'est vrai que cette année j'en ai lu un peu plus que les autres années, puisque parfois comme j'avais plus trop le temps de lire, eh bien je lisais des bandes dessinées, ça allait plus vite, et donc j'ai fait quand même des belles découvertes. Donc la première, il s'agit de la BD Le Jardin des Fées, le tome 1 Bergère des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti. Donc là, on suivait une jeune fille qui va arriver dans un château, le château de son oncle ou sa tante il me semble, puisque sa mère l'a envoyée là-bas chez sa tante. Et en fait, elle va arriver dans ce château qui est vraiment très vieillot, qui part un peu en décrépitude, mais par contre qui a un magnifique jardin. Et dans ce jardin, eh bien la jeune fille, j'ai oublié son prénom, va faire la rencontre de fées. Voilà, et on va rentrer comme ça dans un monde assez imaginaire. Et il va lui arriver des tas de péripéties. Donc je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. J'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc j'aimerais me les acheter à terme parce que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les illustrations que j'avais trouvées magnifiques. C'est un style de dessin que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et j'avais trouvé l'histoire captivante entre le monde des humains et celui des fées. Voilà, c'était une histoire que j'ai pris vraiment plaisir à suivre et vraiment les 3 tomes m'ont autant plu les uns que les autres. Donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude moi de lire du fantasy, de la fantasy, fantastique, tout ça. Et donc du coup j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette BD que je vous recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus. Ensuite je vous parle du Grimoire d'Elphie de Audrey Alouette, Christophe Arleston et Minnie Ludwin. Donc ça, c'est un petit peu ma découverte chouchou en termes de BD de cette année, puisque j'ai vu le premier tome du Grimoire d'Elphie que j'ai lu, c'était en janvier de 2025. Et ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes, voilà. J'ai lu le tome 4 il n'y a pas si longtemps et c'est toujours un plaisir pour moi de me plonger dans cette BD très à l'ambiance très cocooning où on y suit 3 sœurs donc qui sont orphelines puisque leurs parents sont décédés.
Et la grande sœur, qui a donc 18 ans, eh bien elle va, en fait elle prend soin de ses deux jeunes sœurs et nous on est plus particulièrement du point de vue de Elfie, qui est donc la plus jeune des sœurs, qui a 10-11 ans me semble-t-il, et qui va s'apercevoir qu'elle a des pouvoirs magiques. Je ne vous en dis pas plus par rapport à ces pouvoirs magiques. Et sa grande sœur, elle a un bus librairie et elle sillonne comme ça les trois sœurs de région de France en région de France. Donc c'est trop chouette parce qu'on voyage aussi beaucoup dans cette bande dessinée. On découvre des coins de France. Et à chaque fois qu'elles se posent quelque part, eh bien, il va leur arriver une aventure. Et donc chaque tome du Grimoire d'Elfie raconte eh bien, une de leurs aventures. Donc c'est vraiment super comme BD. L'ambiance est toujours très cosy, notamment quand on voit le bus librairie. Moi j'adore quand elles sont dedans parce que c'est vraiment leur maison hein, en fait. Elles ont leur couchage dedans, la petite cuisine et puis en dessous eh bien, il y a la librairie et elles s'arrêtent de village en village comme ça pour proposer leur service de livres. Donc c'est super, moi j'adore, je ne me lasse jamais, je découvre les tomes petit à petit et j'aime vraiment beaucoup, donc je continuerai évidemment à me procurer la suite. Ensuite, une autre BD que j'ai beaucoup aimée, il s'agit de Lebensborn de Isabelle Marauger. Donc là, c'est une BD adulte. Les deux précédentes étaient des BD jeunesse. Et donc là, en fait, Isabelle Marauger nous raconte sa propre histoire, l'histoire de sa famille, puisque elle est donc d'origine norvégienne. Elle est à moitié française et à moitié norvégienne, puisqu'elle nous raconte que sa mère, à Isabelle Marauger, elle est née dans un Lebensborn. En fait, les Lebensborn, c'était des maternités mises en place par les nazis dans d'autres pays que chez eux, en Allemagne. Donc là, en l'occurrence, c'était en Norvège. Et du coup, parce que les Norvégiens correspondaient à la race, entre guillemets, bien sûr, parfaite pour les nazis, blonds aux yeux bleus. Et du coup, ils essayaient de se faire accoupler des soldats nazis avec des femmes qui avaient ce type-là, blondes aux yeux bleus, afin que leurs enfants leur ressemblent. Et du coup, la mère de Isabelle Marauger est née dans un de ces Lebensborn et du coup, elle raconte comme ça son histoire. J'ai trouvé cette histoire tout à fait passionnante. Donc, c'est plus qu'une histoire, hein, c'est même une biographie de sa maman et même d'elle, puisqu'elle raconte aussi, elle, son point de vue de jeune fille par rapport à tout ça. Et c'était tout à fait passionnante. C'était une histoire passionnante. J'ai été touchée par ce récit. C'était très instructif et j'ai trouvé que c'était un fait assez méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, moi, les Lebensborn, je ne crois pas en avoir entendu parler ou alors j'ai oublié ce fait-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Donc j'ai trouvé cette BD très instructive. Je vous la recommande d'ailleurs si vous ne connaissez pas ce fait-là, ces Lebensborn, ces maternités nazies. C'était vraiment très très intéressant. Et j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Marauger, avec qui j'ai pu discuter un petit peu aussi de sa BD. Elle m'a d'ailleurs fait une dédicace et voilà, elle est très sympa, très cool, Isabelle Marauger. Et voilà, c'était une très chouette rencontre. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Agatha Raisin, le tome 15, Bal Fatal de MC Beaton. Donc je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé ce tome-là. C'est pas toujours le cas avec Agatha Raisin. En général, j'aime bien, mais bon, je passe un bon moment sans plus. J'oublie assez rapidement l'histoire. Sur le coup, ça me fait passer un bon moment, mais sans plus, on va dire. Mais celui-ci, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai peut-être lu aussi à un moment où j'avais besoin de ça. Mais en tout cas, j'ai adoré ce tome 15 que j'ai trouvé très prenant puisqu'il y avait plus ou moins deux intrigues en parallèle et du coup je le trouvais un peu plus consistant on va dire par rapport à d'autres tomes de Agatha Raisin que j'ai pu lire. Dans ce tome-là, Agatha a fondé sa propre entreprise de détective privé et du coup il y a une dame assez riche qui va lui demander d'élucider les menaces de mort que sa fille reçoit. Et en plus là elle va se fiancer donc il faut faire quelque chose au plus vite. Et du coup, voilà, on va avoir deux intrigues qui vont se mettre en place en parallèle et j'ai trouvé ça vraiment hyper prenant pour un Agatha Raisin. J'étais assez surprise. Agatha est toujours aussi drôle malgré elle. Moi, elle me fait rire avec ses pics qu'elle lance et ses répliques.
C'est toujours très drôle, les personnages secondaires sont toujours attachants. Bref, moi, Agatha Raisin, je continue avec grand plaisir à lire cette série et j'ai hâte de lire la suite. Je vous parle ensuite de La promesse du Mississippi de Ruth Gabas que j'ai lu cet été et j'en garde un très bon souvenir c'est un gros pavé des éditions Charleston. C'est tout à fait le genre d'histoire que j'adore lire, mais il faut que j'ai le temps de lire ces gros pavés, ce qui n'est pas toujours le cas. Je l'avais reçu à Noël de l'année dernière et donc je l'ai lu cet été et vraiment j'ai adoré cette histoire. Ce n'était pas un coup de cœur mais j'avais trouvé passionnant du début à la fin. Donc là c'est des histoires de famille mais à un niveau historique puisque nous sommes en Louisiane, donc aux États-Unis dans les années 1700, entre 1700 et 1800 et on va découvrir tout un pan de l'histoire des États-Unis au XVIIIe siècle avec, j'avais trouvé beaucoup de complexité dans l'histoire, surtout au niveau politique et énormément de personnages. C'est ça qui fait que ce n'avait pas été un coup de cœur, mais sinon, voilà, beaucoup de personnages attachants. J'avais trouvé l'histoire vraiment passionnante, c'était très prenant comme histoire où on suivait différents personnages et notamment deux grosses familles, et notamment une famille en particulier avec l'héroïne qu'on suivait et avec différentes nationalités qui se côtoyaient, les Français, les Espagnols, les Indiens, donc les natifs de la terre d'Amérique et tout ce monde-là qui cohabite plus ou moins ensemble et malheureusement bah voilà ça se passe pas toujours très bien entre les combats, les guerres, voilà la rébellion qui va avoir lieu dans le Nouveau Monde et tout le monde veut sa propre terre et on se bat pour garder sa terre, d'autres qui se battent pour acquérir de nouvelles terres. Voilà, c'était énormément voilà, de complots politiques, de guerres de territoire, etc. Mais c'était vraiment passionnant. Donc je vous recommande également ce gros pavé, mais voilà, où on apprend des choses, c'est très instructif. J'avais trouvé ça très documenté, avec également l'inclusion de certains personnages qui avaient réellement existé, des personnages historiques. Je m'étais renseignée sur certains d'entre eux et je m'étais rendu compte que oui, ils avaient réellement existé, donc ça rendait le récit encore plus réaliste. Et moi, quand je lis, j'aime bien aussi apprendre des choses, donc là, c'était le cas avec La promesse du Mississippi, donc c'est un très très beau roman Charleston. Ensuite, j'avais beaucoup aimé ce Cozy Mystery, donc c'est Les enquêtes à l'italienne d'Armstrong et Oscar, le premier tome Meurtre à la page de T.A. Williams. J'étais dans une période cet été où j'avais envie de lire du Cozy Mystery et celui-ci était vraiment très bon. Le Cozy Mystery, c'est pas toujours voilà, hyper passionnant et toujours très crédible, c'est vrai. Mais moi, c'est un style que j'adore lire, puisque j'aime bien le policier, mais il ne faut pas que ce soit trop sanglant. Donc le Cozy Mystery, c'est parfait pour moi. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci, puisque voilà, je commence à en avoir lu quelques-uns des Cozy Mystery, et je trouvais que celui-ci, il sortait du lot, donc je vous le recommande dès à présent. Donc on suit en fait un retraité, un inspecteur à la retraite. Donc déjà c'est un petit peu plus crédible puisqu'en général le Cozy Mystery c'est plutôt des personnages qui n'ont rien à voir avec le domaine des enquêtes. Ça peut être une pâtissière, ça peut être une bibliothécaire qui mène l'enquête ou des hommes, hein, mais bon c'est surtout des femmes je trouve dans les Cozy Mystery qui sont les enquêtrices. Et là, bon, c'est un inspecteur, un ancien inspecteur à la retraite. Et ses collègues lui ont offert un séminaire d'écriture de littérature érotique dans une villa en Toscane, en Italie. Du coup, lui, voilà, il arrive là-bas, il ne sait pas trop à quoi s'attendre, il est même un petit peu réfractaire et il se demande ce qu'il fait là. Et petit à petit, il va se prendre au jeu et voilà, il va commencer à se plaire dans cette ville-là, mais il va voir voilà, les personnes qui sont avec lui ont quelque chose un peu à cacher, il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent autour de lui, tellement bizarres qu'un beau jour, eh bien, comme c'est dit dans le titre, il va y avoir un meurtre. Et du coup, évidemment, on reprend les bonnes vieilles habitudes et notre retraité va commencer à mener l'enquête avec le chien qui l'accompagne. J'ai bien aimé aussi cette relation qu'il a avec le chien de la villa qui s'appelle Oscar. Oui, c'est ça, il me semble qu'il s'appelle Oscar. Et voilà, c'était une belle relation entre le chien et ce retraité.
J'ai trouvé vraiment, prenant l'histoire, j'ai pas lâché le livre du début à la fin et voilà, j'ai trouvé Dan, donc l'inspecteur retraité, très attachant. Je me suis beaucoup attachée à lui. Autant, Agatha Raisin, voilà, elle est antipathique au possible, même si à force on s'attache à elle. Autant lui, il est, super gentil et dès le début, on ne peut que s'attacher à lui. Il a un côté très, très, voilà, très attachant, très gentil. Et j'ai beaucoup aimé également le décor de la Toscane, même comme vous pouvez le voir là sur la couverture, j'adore ces paysages là, c'est magnifique cette campagne toscane, c'est des paysages que j'adore. Et du coup, l'auteur a très bien, décrivait très bien ces paysages et je me croyais en Toscane et c'était très dépaysant et très agréable. Surtout que j'ai lu ce livre au mois d'août, donc vraiment j'étais en vacances. Vraiment dans le thème, je l'ai lu au bon moment aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien repéré que c'était un tome 1, donc je vais évidemment lire la suite et l'acheter, surtout ce tome 1, parce que c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Donc je ne l'ai pas en ma possession, il faudra que j'y remédie et que j'achète la suite en espérant que la suite soit traduite et sorte en France. Et là, on arrive au top 3 de mes meilleures lectures de l'année 2025. Donc, je vous parle tout d'abord de Stranger Things dans l'envers du décor de Gina McIntyre. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Donc c'est un artbook sur l'univers de Stranger Things. Donc pour tous les fans de la série, je vous recommande Puissance 1000 ce livre, il est vraiment super bien fait. On a plein d'anecdotes sur les coulisses, sur les secrets de tournage, des interviews des acteurs, sur les particularités des personnages qu'ils incarnent, etc. Donc ce livre est vraiment centré sur la saison 1 et la saison 2. C'est vraiment un livre qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et donc, à l'époque, le reste des saisons n'était pas sorti. Donc voilà, c'est un livre un petit peu plus ancien, mais que j'ai adoré. L'objet livre est magnifique, avec plein de magnifiques photos de la série. Et même l'objet livre en lui-même fait très années 80, qui est quand même... Enfin, les années 80, on peut dire que c'est un personnage à lui tout seul dans la série. Et quand on l'a en main, on a vraiment l'impression de tenir un vieux livre qui date de cette époque. Donc c'est vraiment super. On a toutes les informations relatives à la série, ce qui a inspiré les frères Duffer, les réalisateurs, les films de l'époque des années 80, les musiques, etc. Donc quand on est fan de Stranger Things, c'est très intéressant. Voilà, mais je pense que je vous en parlerai plus en détail dans un prochain vlog en vous montrant également quelques pages parce que là j'enregistre cette vidéo comme un podcast et du coup je n'ai pas les livres sous les yeux pour vous les montrer, mais celui-ci il mérite le détour, donc je prendrai le temps de vous le feuilleter. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, ça a été Nous les menteurs de E. Lockhart. C'est un vieux livre qui date de 2015, donc ça fait déjà 10 ans. Ça faisait 10 ans que je le connaissais, mais je n'avais jamais été tentée de le lire. Et là, il était à la médiathèque et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le lire. En plus, donc c'était l'été, je l'ai lu au mois de juillet. Et du coup, voilà, vu la couverture, tout ça, j'avais envie d'une lecture assez estivale. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré cette histoire, ça a été un coup de cœur. Donc en fait, on va suivre une riche famille sur son île privée au large des États-Unis et on va suivre plus particulièrement un groupe d'ados, donc ils sont tous cousins entre eux, et on va les suivre sur un été et plus, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, il y a énormément de suspense. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Euh, voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Et le style est super prenant, c'est très addictif et l'auteur est très fort pour... alors je sais pas si c'est un homme ou une femme l'auteur d'ailleurs, E. Lockhart, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ce suspense que l'auteur met en place, ce style hyper percutant, incisif, c'était addictif. Je tournais les pages comme ça hyper vite. Je l'ai dévoré en vraiment, je sais plus en combien de jours, mais très rapidement. J'ai absolument adoré cette histoire que voilà, j'ai trouvé très prenante jusqu'à un final renversant où vraiment je ne m'attendais tellement pas à cette fin. Donc c'est une histoire quand même assez dure. C'est pas Bienvenue chez les bisounours, rien à voir. C'est vraiment voilà, c'est une histoire d'adolescence, mais très prenant. Voilà, c'est vraiment
il faut être accroché, surtout à la fin. Voilà, on s'attend pas à une fin pareille et c'est très, déstabilisant, voilà. Et du coup, moi, des lectures comme ça me provoque forcément le coup de cœur. Voilà, parce que, bah, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et tout le long, je suis en apnée, en fait, quand je lis un livre comme ça et je ne peux qu'avoir le coup de cœur à la fin. Ce n'est pas possible autrement. Même si c'est très dur, même si la fin est très dure, ça n'empêche que, voilà, je ne peux qu'avoir le coup de cœur. Donc je suis très, très contente d'avoir franchi le pas, après les 10 ans que je connais ce livre de vue et voilà, de ne pas avoir eu l'envie de le lire, et bien voilà, c'est fait. Et je vous le recommande si vous aussi vous ne l'avez toujours pas lu. Je n'ai pas souhaité regarder la série qui a été faite à partir de ce livre, puisque bah voilà, j'ai lu l'histoire, enfin le livre, je la connais l'histoire maintenant, donc voilà, je suis pas tentée de voir la série. Et l'une de mes meilleures lectures, puisque je mettrai les 3 dernières dont je vous ai parlé là à peu près au même niveau, c'est La femme de ménage, le tome 2, Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. Donc oui, vous devez entendre parler de cette série de la femme de ménage en large, en long, en large et en travers plutôt. Et je pense que il y en a certains d'entre vous qui doivent être saoulés par cette série. Moi, j'entends beaucoup, enfin en travaillant à la médiathèque, on l'a à la médiathèque et j'entends énormément de gens d'un côté qui ont envie de lire cette série et qui adorent et d'autres personnes qui n'en peuvent plus de la femme de ménage, ce que je peux comprendre parce qu'on en fait vraiment tout un pataquès. Mérité ou pas, bon bah ça, voilà, chacun en dira ce qu'il en veut. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que moi, j'adore cette série. Enfin, j'en ai lu que 2, hein, j'ai lu les 2 premiers tomes, mais tous les 2 ont été des coups de cœur. C'est en fait exactement le genre de thriller psychologique que j'adore. J'ai découvert ce genre-là en 2016, ça va faire bientôt 10 ans que je lis du thriller psychologique et c'est le genre de thriller, le sous-genre on va dire dans le thriller, il y a plusieurs genres de thriller et c'est ce genre-là moi que je préfère. Le thriller psychologique où on est plongé avec une héroïne ou un héros et on est dans sa tête et là voilà ben, on sait pas où est la vérité. En général, il y a beaucoup de suspense et il y a une tension qui monte crescendo et c'est ça que j'aime. Et c'est ça qu'on a aussi avec la femme de ménage. Donc moi, voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique si c'est bien écrit, pas bien écrit, si c'est bien, pas bien. Moi, juste, j'adore. Voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est un livre que j'ai dévoré en 24 heures, comme le premier d'ailleurs. C'est des rebondissements, du suspense, une intrigue qui m'a tenue en haleine du début à la fin. Je continuerai à lire des livres de Freda McFadden parce qu'écoutez, c'est ce style-là, moi, que j'aime bien en thriller. Donc pourquoi s'en passer, n'est-ce pas? Donc voilà, en ce qui concerne ce tome 2 de La femme de ménage. Ce top de mes meilleures lectures de l'année 2025 est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de lecture, pourquoi pas, si vous avez loupé mes précédents avis lecture dans les vlogs ou dans mes précédentes vidéos au cours de l'année. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous aussi vous les avez aimés ou pas, on peut en discuter en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire, vous, votre top 3, peut-être votre meilleure lecture de l'année 2025 ou votre top 3, ça pourra moi aussi me donner des idées de lecture. C'est bien aussi d'échanger nos bons plans. J'espère en tout cas que cette année 2025 vous aura apporté de très très bonnes lectures et de beaux coups de cœur. Et on va espérer que 2026 eh bien, continue dans cette bonne voie. Et bien, quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente fin d'année, une très bonne année 2026 et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!